Salut tout le monde, ici Yann, je suis avec Vincent Salut. et avec Alex Salut. pour parler du Battletome Luminette. Avant de commencer à en parler, peut-être juste dire que French Wargame Studio ont publié il y a quelques jours là, une analyse avec Pride de ce Battletome-là, donc dans lequel ils font une revue en détail de chacune des unités, du bataillon, tout ça. Fait que notre objectif, c'est pas de répéter l'excellent travail de Pride, mais c'est plutôt vraiment de parler des forces et faiblesses de l'armée, de sa balance interne, puis de comment on voit sa place dans le méta. J'essaie de le retenir depuis tantôt. Je suis pas sûr qu'on va couper ça au montage. Non, c'est sûr que tu gardes ça. Là. On garde ça. Fait qu'on va parler aussi de la place des luminettes dans le méta, un peu quel impact on pense qu'ils vont avoir, est-ce que ça va être une armée qui va être forte, et aussi comment se préparer à l'affronter du point de vue du joueur adverse. Exact. Alors, peut-être Alex, pour commencer, qu'est-ce que tu as pensé du Battletome dans l'ensemble? Ben, en la base, c'est sûr que je plus touché au côté gaming, là, pas tant le côté fluff, ces choses-là, qui est un excellent travail, soit dit en passant. Là. Je pense que tous les Battletomes de Games Workshop produits sont d'une très bonne qualité, ça faut le dire. Illuminate, c'est une armée, en tout cas, j'ai jamais vu ça, en fait, très très peu vu ça, mais c'est extrêmement polarisant comme armée. Autant de gens qui adorent, d'autres détestent l'esthétique qui est pour quelque chose, avoir des vaches géantes, avoir des elfes avec des marteaux et des gros chapeaux. Ça plaît pas à tout le monde. On est allé chercher l'esthétique, en fait, typique aux elfes avec les unités Vanari, les unités de base. On a les archers, les lanciers, la cavalerie, puis c'est des très beaux modèles. Ceux-là font plutôt l'unanimité d'ailleurs. Ils sont Oui, superbes, puis tous ceux qui aiment les elfes vont aimer l'infanterie, la cavalerie. C'est plutôt les nouveaux modèles là, qui, comme tu dis, qui ont une esthétique qui ne plaît pas à tout le monde. exact, en fait. Puis ça, et c'est comme ça, en fait, une première, sans dire critique, parce que c'est pas une critique en tant que telle, c'est un constat. Euh, Quand je lis le Battletome, j'ai l'impression de lire un demi-livre. C'est-à-dire que je vois les unités Vanari, donc qui est la base un peu militaire, c'est parfait, et on voit clairement la tendance que Games Workshop a voulu prendre, d'où le nom Realm Lords, en fait. C'est que là, on voit vraiment des unités qui sont comme liées à un élément. Dans le livre, actuellement, on a un seul élément qui est utilisé, c'est la montagne. Donc, on a des elfes avec des marteaux qui ont des buffs défensifs, Mountain Stands, donc c'est très, très typique. On a un héros qui est le mage sur pierre, et on a l'énorme bovin qui fait loin de faire l'unanimité, en fait. Euh, Personnellement, je trouve que je vois la complexité, le travail du modèle, c'est fantastique, le niveau de détail, mais je trouve que c'est un modèle qui est absolument hideux à tout point de sens du terme. Oui, tu fais bien de souligner que la qualité de la sculpture est excellente. Donc, Ouais. ce qu'ils voulaient faire, ils l'ont bien fait, mais c'était une mauvaise idée. À mon sens, À notre exactement. goût, à nous, en tout cas, à notre avis, tout à fait. Exact. Donc là, on a vraiment, on dirait deux factions en une. Vraiment, les deux se jouent très, très différemment. Mais c'est sûr que si on regarde in the long run, dans quelques années, après une deuxième itération, peut-être des nouveaux livres de campagne qui vont voir l'introduction de différentes unités, si on tombe dans d'autres éléments, l'eau, peut-être le vent, peu importe, et on a d'autres elfes qui vont venir un peu peupler ce battle tome-là, je pense que quoi qui est vraiment intéressant et des options qui sont vraiment ouvertes aux joueurs. Mais pour l'instant, actuellement, je suis un peu resté sur ma faim. D'ailleurs, c'est supposé être l'armée, la faction de Teclis et Tyrion. On a Teclis, mais on n'a pas Tyrion. J'imagine que Tyrion va arriver avec l'élément du feu ou Fort probablement. peut-être dans une prochaine itération du Oui, Battletome, un exactement. peu comme les Stormcast qui, à chaque nouveau Battletome, ont une nouvelle chambre qui est ouverte par Sigmar. Peut-être qu'on va avoir un peu ça là, avec les lunettes. Ce serait pas impossible, puis en même temps, tu sais, quand on parle de, c'est pas la première fois en fait, c'est pas la première nouvelle faction pure EOS que Games Workshop sort et qui est vraiment on sent comme une genre d'amorce. Tu sais, joue principalement les Caradrons. C'est une armée qui, encore une fois, une thématique très très niche. On peut aimer, on peut détester, mais il y a un nombre relativement restreint de choix d'unités, mais je regarde Caradron, je regarde Luminette et je sens qu'il y a beaucoup plus d'options disponibles dans l'armée Caradron, entre autres par des dual kits.
comme les Skywarden ou les Endrinriggers, ça fait des unités, il y a des ballons, il y a des différents bateaux, il y a plusieurs héros aussi, donc je trouve qu'il y a plus de variété. Dans celui-là, je trouve justement on a un nombre de héros extrêmement limité et surtout, on n'a pas de héros entre guillemets générique, donc pas un name character ou unique, en fait, de combat. On a deux petits mages, le mage de montagne et le Catarli ou peu importe le nom, là, mais le petit mage avec le voile qui peut amoindrir l'effet du Ether Quartz. Donc, on a, je trouve, un manque de variété. C'est une faction que son créneau, c'est très, très clair. C'est une domination magique. Ça, on sort pas de là. Mais j'aurais aimé ça peut-être un peu plus de polyvalence au niveau des héros, parce que même à un nombre de restreints de kits, avoir des héros un peu différents peut amener une autre dimension à ton armée, ce que je vois pas nécessairement dans ce livre-là, à mon sens. Alex, le Battletome est plutôt limité en termes d'entrée. Ça vient nécessairement avec des faiblesses, mais c'est un Battletome qui a aussi des forces. C'est quoi ton évaluation un peu là, des principales forces et faiblesses du Battletome? Puis en même temps, ça va aussi nous amener sur le terrain du style de jeu de cette armée. On va parler un peu plus dans l'option méta plus tard, là, mais c'est sûr qu'au niveau des forces, c'est une domination magique. Je pense que ça, il y a aucun doute là-dessus. Fait que ça vient chercher peut-être là, des armées qui se basent beaucoup sur la magie pour leur buff. Je pense à Zine, je pense aux armées avec Nagash, par exemple. Je pense aux armées Séraphon qui ont besoin de leur magie pour bien fonctionner. Entre autres, ben, ce Battletome-là, ça va être difficile. Puis, ça amène en même temps une certaine faiblesse, une certaine dépendance envers Teclis. Teclis, qui est, en tout cas, moi, c'est pas mon genre de War Scroll que j'aime. Je le trouve trop. Je dis pas qu'il est trop fort, mais je dis qu'il est trop plate. Ça, c'est mon opinion. En fait, il coupe des interactions avec les spells qui se castent automatiquement. Ça enlève beaucoup à 10, à 12. Ça enlève des interactions avec les autres joueurs. Là, tu le subis en quelque sorte sans pouvoir y faire quoi que ce soit. Exact. Puis ce qui est quand même relativement pernicieux là-dedans, c'est qu'il fera pas si mal que ça en apparence, mais il y a tellement de petits buffs. Tu sais, je veux dire, un mage qui a accès à la base, qui possède au début de la partie 16 sorts, c'est énorme parce qu'il connaît tous les sorts des deux domaines, autant montagne que le lore de base des luminettes, plus les deux sorts que tout le monde connaît, Mystic Shield, Arcane Bolt, plus les deux sorts de son War Scroll. Fait que ça donne une polyvalence vraiment intéressante, mais il n'y a pas tant de sorts agressifs que ça. Il y en a quelques-uns, mais je pense que là où il brille, c'est vraiment dans sa capacité de dicter un peu à l'adversaire ce que tu peux ou ne peux pas faire. Juste un sort qui amène une nouvelle dimension un peu au jeu, de jouer dans les command ability. On avait un sort Slanesh qui faisait ça. On avait également un personnage Nighthawk qui fait ça, Kurdos Valentian. Donc, tu as des personnages qui jouent avec la capacité de l'adversaire à jouer des command points, mais là, on parle d'un sort qui peut se faire à toutes les battle rounds, qui s'applique à l'entièreté du battlefield et qui se casse automatiquement. Et si tu veux vraiment, peut être potentiellement non dispellable. Donc, pour rappeler peut-être aux auditeurs, c'est un sort qui fait en sorte que ça va coûter 2 points de commandement plutôt qu'un à l'adversaire pour activer une habilité de commandement. Là. Donc, ça veut donc dire oui, puis concrètement, si on y va assez bottom line, une armée moyenne qui possède un bataillon dans son armée, c'est quand même relativement la norme, je dirais, d'avoir un bataillon pour réduire le nombre de drops. On factor in qu'il y a 5 rondes dans une partie, donc normalement, à moins que tu aies des mécaniques, puis il y en a de plus en plus quand même, il faut le dire, mais une armée, entre guillemets, normale, va en générer 6 command points au cours de la partie. Ça veut dire que du tour 1 à 5, tu peux utiliser à ta partie au maximum 3 command ability. Et pas quand tu veux non plus. Donc, il y a ça qui joue aussi. C'est très, très bon, puis c'est pas nécessairement agréable à affronter, mais quand même. Mais, donc, j'en reviens aux forces et faiblesses avant qu'on parle d'autres choses, mais donc, magie très, très fort. Je pense que Mortalo, donc toutes les armées élites, sont les armées qui vont avoir beaucoup de difficultés contre cette armée
armée-là parce que toutes les unités génèrent des Mortal Wounds d'une façon ou d'une autre. Donc, c'est sûr que une armée comme les Bone Reapers qui met sur la magie, qui met sur leur excellente armure pour pouvoir encaisser, ben là, soudainement, ça se retrouve un petit peu plus difficile. Donc, ça, je pense que c'est les forces principales. Oui, ben, je pense aux Sylvanettes aussi que je joue, c'est presque tous les gros personnages, les Treelords, Durtu, Alariel, Drisha ont tous une sauvegarde d'armure à 3+, mais aucune protection contre les mortels encore. Exact. Donc, il y a plein de héros comme ça qui vont devenir extrêmement vulnérables à cette armée-là, là, surtout avec les archers elfes là, qui vont pouvoir faire un nombre assez incroyable de mortels à distance. Ouais, puis je suis persuadé qu'on va en voir aussi en tant qu'allié dans les Deepkin, entre autres. Là. Les Deepkin, qui est une armée qui manque cruellement d'options de dommages à distance. Oups, soudainement, ça devient une belle petite niche ici pour eux là, d'aller compléter l'armée. Là. Je sais qu'un de nos joueurs chez nous, là, c'est déjà ce qu'il pense faire aussi. Là. Donc, ça vient pallier un peu à cette lacune-là. Sinon, je pense au niveau des faiblesses de cette armée-là, je n'irai pas dans le manque je dirais, de diversité. Je pense que c'est normal, en fait, pour toutes les jeunes factions, les nouvelles armées fraîchement faites pour EOS, d'avoir ce manque d'unité, de diversité-là. Moi, ce que j'aime pas, en fait, puis là, je parle d'un côté vraiment compétitif, tournoi, joueur. J'aime pas, quand je me bâtis une armée, vu que on a une nature qui est différente au niveau de qui va commencer la partie, le tour aléatoire, donc coller le tour. Une armée que je me fais, je me dis, je dois être capable, surtout si c'est une armée avec un nombre relativement moyen élevé de drops, donc où est-ce que tu n'as jamais vraiment ou rarement en fait l'occasion d'avoir la décision qui commence ou non. Ça prend une armée qui est capable, aussi bien contre à peu près n'importe qui, être capable d'être joueur 1 comme joueur 2. Donc, je m'attends, chaque fois que je me fais une armée, en fait, je me dis, bon, si je suis joueur 1, si je suis joueur 2, est-ce que ça me dérange? Puis, même des fois, j'aime ça faire des armées où est-ce que je suis plus efficace comme joueur 1 que comme joueur 2. Parce que j'aime mieux avoir, de dire, bah, j'ai l'option, je suis capable. Ça donne une polyvalence. Avec les luminettes, ce que j'ai l'impression, c'est une armée, en fait, qui veut être le premier joueur. C'est une armée qui a besoin, en fait, de débuter la partie. Et moi, c'est pas l'option que je préconise parce que avoir l'épée de Damoclès au-dessus de ta tête de est-ce que je vais me faire coller le tour ou non, ça, c'est quelque chose qui est vraiment tough dans une game compétitive. J'aime ça avoir l'option. J'aime mieux, justement, jouer deuxième, être peut-être plus défensif, mais me dire, au moins, je me ferai pas coller le tour. Alex, ça va. Oui, excuse-moi, Vincent. Tu dis que c'est une armée qui va vouloir le premier tour. Qu'est-ce qui fait en sorte que ça va être important pour les lunettes? Très bonne question. En fait, si tu regardes, encore une fois, tout part de Teclis. Parce que Teclis amène tellement, tu sais, oui, t'as des sorts que n'importe quel mage peut faire, mais t'as pas l'assurance de les passer comme Teclis peut l'avoir. Donc, d'où aussi la dépendance à ce modèle-là, parce que tu veux passer, c'est une armée qui frappe très fort en frais de Mortal Wound, mais c'est une armée qui encaisse très peu. Tu payes relativement cher tes wounds qui sont fragiles. T'sais, Army-wise, on parle de sauvegarde de 4+, 5+ pour les archers, un wound, puis tu n'as pas de save after save, je dirais inné. Ça vient par la magie. Tu as deux options qui ne peuvent pas se combiner l'une avec l'autre, mais tu as deux options, en fait, là, de 5+ save after save. Tu as quelques options, par exemple, mais que je trouve un peu clunky, je vais venir un peu plus tard, mais tu as des moyens défensifs. Mais ultimement, ce que tu veux, c'est être capable d'avoir le premier tour et d'installer ton setup avec un 5+ Fear No Pain, donner Teclis un sort qui le rend éthéré, donc que le rend ne l'affecte pas pour le... Fait que là, soudainement, Teclis a 16 points de vie, 4+ d'armure, ce qui est correct, c'est très bien. Pour un bonhomme qui vaut 660 points, c'est quand même élevé. Mais en disant, mais soudainement, il y a un 5+ save after save, il ignore le rend, mais là, finalement, il devient un peu plus résistant, puis ça te tente beaucoup moins de l'attaquer. En fait, on pourrait même dire que c'est nécessaire de s'installer comme ça avec Teclis parce que juste une save à 4+, un 16 points de vie, contre n'importe quelle armée qui a du tir pour la peine, que ce soit les Stormcast, que ce soit les Caradrons, que ce soit... les Lizardmen.
Oui, tout à fait, c'est les Séraphons. Oui, C'est Séraphon. fini tour 1, Teclis est mort. Moi, je l'ai expérimenté quelques fois avec Alariel. Le beau avoir 16 points de vie et 3 plus de sauvegarde. Si l'adversaire est décidé à la descendre, c'est toujours en un tour. Là. Oui, exact. T'sais, une liste, puis c'est sûr, si on joue dans une optique casual, entre amis, puis il y a comme une entente de dire on joue pas des Kura ou peu importe, on joue pas des listes ultra compétitives, c'est peut-être moins nécessaire, mais dans un environnement compétitif, comme ce sera le cas au Grand Clash à Shawinigan le 8 et 9 août prochain, ben justement, il va y avoir des joueurs qui ont la capacité d'Alpha Strike, donc de tour 1 frapper extrêmement fort et d'aller enlever des pièces importantes d'une armée de l'autre. Mais là, tu n'as pas le choix de mettre les chances de ton bord, puis des fois, juste de passer ces sorts-là, éthérer le 5 plus contre les Wounds et le Mortal Wound, ça va dissuader l'adversaire de même tenter le coup. Donc, ça peut être quelque chose comme ça. Et encore une fois, le fait que ça dépende de tes clisses, on est rendu dans une optique que l'armée doit être restée groupée ensemble, plus que les règles qui enlèvent aussi l'aspect screening, je parle du Shining Company. En fait, que les modèles, si chaque modèle des Evenary, c'est les archers, les lanciers, la cavalerie, sont en contact avec deux autres modèles de la même unité, ont moins pour être touchés. Donc, ça reste que tes unités vont demeurer groupées. Tu auras moins d'écran, donc moins de protection potentielle. Fait que je trouve que pour toutes ces raisons-là, pour installer vraiment ton tour de jeu, tu sais, moi, je regarde, si je joue Luminette, je joue Teclis, les 4 premiers sorts que je vais passer, fort probablement, c'est Total Eclipse, que les points de commandement donc coûtent double pour les Command Ability. Je vais passer le 5 plus Save After Save. Je vais passer le sort éthéré. Et le 4e sort, soit que je fais un sort de dommage par le Spell Portal, donc qu'un autre mage va caster, ou que je peux faire aussi le sort de mouvement pour doubler, exemple, qu'une unité de 10, 15 cavaliers tombe à 20 plus pouces de mouvement pour aller charger tour 1 puis faire très, très mal. Fait que, tu sais, j'ai les possibilités, mais ça me prend le tour 1. Puis je regarde, j'ai une armée qui mise, entre autres, sur Alpha Strike très, très fort avec les Caradrons. Puis je me dis, si je commence avec les Caradrons contre cette armée-là, il reste plus grand-chose à la fin du tour 1. Là. C'est un peu la réflexion que je me faisais aussi avec ma liste de Beastclaw Raiders. Cette armée-là n'encaisse pas suffisamment. Fait que même s'ils prennent le premier tour, ils placent toutes leurs buffs. Si je les charge au premier tour puis que j'ai un double tour, c'est fini, il ne restera plus d'elfes sur le terrain. Ah, exactement. Puis justement, j'écoutais récemment un Battle Report. Je vais saluer Jordan Duncan, qui est un joueur de l'Ontario qui a sa propre chaîne puis qui commence les Luminettes, puis c'est un Battle Report contre des Flesh Eater Court, où est-ce que justement il a pris le premier tour en tant que joueur Luminette. Il y a un sort qui a raté, que l'autre a réussi à unbinder à 11. Mais le joueur Flesh Eater Court a justement été très agressif tour 1, a collé le tour, puis après ça, ben il restait Teclis puis quelques modèles ici et là. Ben Jordan a dû concéder. Là. Donc, faiblesse, fragilité de l'armée, forte dépendance à ses sorts, à sa magie, qui est solide, qui est très bonne, mais qui est très dépendante. Je dirais même, en fait, je dirais plus loin que ça, je dirais forte dépendance à Teclis. Okay. Parce que malgré le fait que, parce qu'une particularité, c'est que le sergent dans chacune des unités, même Battle Line, permet à l'unité d'être un sorcier. Pour autant, je pense qu'il reste 3 modèles dans l'unité ou plus. Oui, à peu près. À ce moment-là, puis je pense qu'avec le système de Aether Quartz, il est possible de donner un +1 au casting pour un point d'Aether Quartz. Fait qu'on se retrouve quand même avec une armée qui peut avoir facilement 6, 8 casters qui peuvent avoir un +1 à un moment donné, une fois dans la partie chacun. Donc, est-ce que ce serait viable sans Teclis? Est-ce qu'on pourrait miser sur ces autres mages-là pour utiliser les 600 points qu'on aurait alloués à Teclis pour aller chercher plus d'unités pour pouvoir encaisser davantage? Ben, la réponse est oui, en fait. Teclis, je dis pas que... En fait, moi, je pense que tu n'as pas le choix de le jouer dans une ère compétitive.
parce que oui, tu vas avoir beaucoup de mages, tu peux avoir des +1 en prenant entre autres le Ether Quartz, puis en jouant en fait la ville, je pense que c'est un no-brainer, jouer la ville que tes unités commencent avec 2 morceaux plutôt qu'un Ether Quartz, là. Le nom m'échappe, là. Mais je pense que c'est une mécanique qui est intéressante. Jouant Caradron, je la reconnais très bien, cette mécanique-là, là, d'avoir des tokens pour pouvoir faire des actions additionnelles. Le problème là-dedans, c'est que Teclis, non seulement tu auto-castes tes sorts, fait que tu enlèves l'élément random parce que même, je veux caster tel sort qui est vital, exemple, le 5+, Feel No Pain, oups, j'ai roulé un double 1. Ce qui va t'arriver un jour dans une partie, même avec ton +1. Là, non seulement tu as l'assurance qu'il soit casté, mais tu as aussi une très, très, très bonne chance qu'il ne soit pas unbindé parce que le pire des cas, tu as 10. Donc, le commun des mortels a accès peut-être à un +1 pour dispeller, +2 gros maximum, mais même avec un +2, on parle d'un jet qui doit être de 9 sur 2D pour pouvoir contrer le sort. Fait que juste cette assurance-là, moi, ça fait en sorte que c'est un no-brainer. Et le fait que Teclis, de par sa présence, protège l'armée au complet à son entourage, des effets des sorts, des endless spells aussi, tu sais, ce serait difficile à justifier à mon sens parce qu'on n'a pas une belle variété de héros présentement aussi. Donc, grande force, la domination de la magie, la possibilité de produire Clairement. beaucoup de mortels, les faiblesses, une trop grande dépendance à Teclis qui coûte quand même 600 points, et un manque peut-être de tankiness, là, de résistance de l'armée, petit nombre de modèles aussi qui vient avec le fait qu'on a consacré 600 points à Teclis. Et probablement des points de bataillon aussi. Oui, tout à fait. Pour diminuer le nombre de pauses, pour pouvoir avoir des chances de prendre le premier tour. Il y avait-tu d'autres forces et faiblesses avant en fait, juste pour résumer, en fait, ça, c'est un côté, en fait, positif, je peux me permettre, du Battledome. Puis ça, ce que j'adore avec Games Workshop, c'est être capable de rendre, je dirais, l'idée de la faction, puis bien la traduire en règles. Tu parles justement, on parle d'attaque de qualité, on parle de faible résistance, force de magie, c'est pas mal les elfes. L'idée qu'on a des elfes, c'est pas mal ça. Une armée d'élite. C'est fluff. C'est cohérent avec le fluff. Oui, on a sur tout à fait. Oui. Ça, je suis d'accord. Fait que juste ça, à mon sens, c'est une réussite du Battletome en soi. Puis si on va du côté de la balance interne de l'armée un peu, puis là-dessus, Vincent, je sais que tu as fait des stats sur l'efficacité de quelques unités du Battletome. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu là, comment tu vois ça? Puis Alex pourra compléter là, avec ses observations plus tactiques et tout ça sur la balance interne. Oui, les unités Vannery semblent assez bien balancées. Les archers, ça peut être un peu frustrant à cause des mortels qui vont générer sur du 5 ou du 6 avec la longue portée, on l'a dit tout à l'heure. Ils vont peut-être pouvoir facilement tuer des petits personnages, des petits héros, ce qui peut être un peu frustrant pour l'adversaire. Mais somme toute, en termes de dommages bruts, c'est correct. Ils sont pas trop forts ou trop faibles, je pense. Même chose pour les lanciers. On a une bonne unité Battle Line avec les lanciers elfes qui ont un bon ratio de dommages. En fait, peut-être la petite doléance, moi je trouve, c'est les Stone Guard avec leur marteau, l'unité d'élite, qui a pas vraiment un rôle défini, je pense, dans l'armée. J'ai un peu l'impression que on a juste besoin de jouer les lanciers, les archers puis la cavalerie pour être rapide, puis on a une armée qui est complète. Les porteurs de marteau rajoutent pas grand-chose, selon moi. Ils n'ont pas un meilleur ratio de dommages que les lanciers. Ils sont pas plus tanky que les lanciers non plus. Fait que je vois mal, à moins qu'il y ait des synergies avec les Stone Mage que j'ai pas vues, mais je vois mal l'intérêt de cette unité-là d'élite. Je pense que pour l'instant, ce serait une des doléances que j'aurais. Puis pour ce qui est des gros monstres, on a quand on prend le personnage nommé Avalenlar, je crois, son ratio de dommages est excellent. Là. Il se compare à un Bloodthirster ou à peu près en termes de dégâts bruts qu'il va infliger. C'est lui qui a des attaques à 5 de dommages, c'est ça? Oui. 300 points. En fait, tu as les deux, le personnage générique ainsi que le héros lorsqu'ils sont pleins, peuvent faire du 5 dommages du coup. Ouais. Sauf que le personnage nommé cogne plus fort. Par exemple, on fait les stats, on se rend compte que le personnage nommé cogne beaucoup plus fort que l'autre personnage, mais l'autre personnage peut être customisé. Là, on peut y rajouter des armes magiques, un trait de commandement ou quoi que ce soit. Fait que, exact.
Oui, tout à fait. Ben, je vais dans ton sens, en fait, puis je dirais que ce que tu viens de dire là résume pas mal un peu la balance interne. Puis ça vient chercher ce que je mentionnais aussi au début de l'entrevue, on a l'impression que le livre, c'est comme un demi-livre. Mm-hmm. On a vraiment, oui, on a le Venari qui en soi est excellent, puis ça fait ce que c'est supposé faire. Je pense que le fait que tu as des Mortal Wounds sur chaque unité, c'est bien. Avoir des unités d'archers qui ont une portée de menace ou threat range de 42 pouces, 6 pouces de mouvement que je peux doubler avec un sort, plus leur 30 pouces. Je peux tirer des Mortal Wounds sur du 5+, qui ignore la ligne de vue, qui ignore l'attention, mais pas qui ignore l'attention missile, mais anyway, tu veux avoir ces Mortal Wounds-là de toute façon. OK, je trouve ça un peu, en tout cas, un petit peu poche comme mécanique personnellement. Mais après, tu as l'aspect, tout ce qui est montagne, tout ce qui est stone, le stone mage, les elfes avec les marteaux, les grosses vaches, tout ça, on dirait que les deux ensemble ne concordent pas. Puis tu peux même, en fait, justement, si tu joues une des 4 cités, tu peux avoir une armée où je vais dire le bon nom, là, un instant, là, parce que elfes avec marteau, ça fait plus ou moins bien, là, mais les Stone Guard, merci. Donc, avec les Stone Guard qui deviennent lignes, tu peux vraiment faire une armée plus thématique, mais encore là, une armée thématique, je vais avoir des Stone Guard, je vais avoir des Stone Mage, puis je vais avoir une ou deux grosses vaches. Fait ça manque de profondeur, ça manque de saveur, puis effectivement, il manque quelque chose, puis on dirait qu'il y a une absence de polyvalence qui me torture un peu personnellement. Ouais, en ancien joueur OF du temps de Fantasy, je peux très bien voir une liste que je trouve vraiment belle avec les lanciers, les archers, la cavalerie qui est très rapide et qui peut faire très mal contre des petites unités à 1 ou 2 points de vie. Mm-hmm. Peut-être Teclis ou pas, dépendamment qu'on aime le modèle, mais il me semble qu'il me manque mes anciens joueurs d'épée qui avaient un rôle particulier dans la Fantasy, ou la Phoenix Guard, ou les balistes. Il manque une unité d'élite qui rajouterait quelque chose qui n'est pas déjà dans les 3 unités classiques de l'armée, je trouve. Exact. Ceci dit, il y a des très bons combos à faire. Je veux dire, je regarde. Je vais dire encore une fois le bon thème parce que grosse vache, c'est pas toujours très édifiant. Le bovin. L'immense bovin. Non, le Spirit of the Mountain. Voilà. Bon. Spirit of the Mountain qui a une habilité justement que je peux donner -1 to hit à une unité ennemie en dedans de 12 pouces, combiné avec le Gleaming Company ou peu importe, Shining Company. Un -2 to hit sur une unité, ça devient intéressant. Il y a un peu d'interaction intéressante entre les unités Mountain et les unités Venari, unité Alarit et unité Venari. Ceci dit, je sais pas. C'est peut-être quelque chose sur lequel on n'a pas assez insisté dans les points positifs, c'est qu'il y a quand même plusieurs mécaniques. C'est une armée où on va devoir réfléchir pour bien utiliser les buffs, les debuffs, donc où je mets mes -1 ou comment je renvoie les... Donc, il y a vraiment quand même beaucoup de mécaniques, beaucoup de décisions à prendre, beaucoup d'interactions. À quel point est-ce que ça va donner quelque chose de fort? Je ne sais pas, mais c'est quand même une armée qui peut avoir une certaine complexité à jouer. Oui, ben, tout à fait. En fait, j'allais dans le même sens. C'est pas une armée, je pense que je recommanderais à un joueur débutant à la base, même s'il y a des choses qui sont, à mon sens, très faciles à jouer. Teclis, il est pas très, très difficile à jouer. C'est du point and click. Je veux faire ça, ben je le fais. Mais pour tirer le maximum de chaque unité, je pense que ça nécessite peut-être, parce que c'est pas une armée qui va être, à mon sens, qui va performer extrêmement bien contre tout le monde. Je pense qu'il y a quelques match-ups qui sont très positifs. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de match-ups qui sont plus difficiles. Et ça nous amène peut-être à la question de la place de cette armée-là dans le méta, puis à son impact un peu. Puis c'est intéressant parce que les 3 ici, on joue tous des armées différentes. Les uns les autres, sauf Vincent et Alex, vous jouez tous les deux Stormcast. Mais ce serait intéressant peut-être de faire un petit tour, là, de voir comment on voit cette armée-là, sa place dans le méta, son impact aussi sur le méta, est-ce que ça va nous amener à changer nos listes? Comme par exemple d'autres nouvelles armées ont pu nous obliger à faire. Là. Il y a certaines armées dont on n'a pas le choix de tenir compte dans notre préparation. Est-ce que c'est le cas pour cette armée-là?
Moi, je vois pas tant que ça dans mes armées. En fait, c'est sûr que j'ai une armée que j'affectionne particulièrement, Stormcast, avec uniquement là, la chambre Vanguard, avec les Paladars, avec les Raptors, qui est basée sur l'usage de beaucoup de common points. Fait que c'est sûr que pour cette armée-là spécifique, qui n'est pas une armée méta du tout, oui, c'est sûr que ça va être plus difficile si je me fais enlever cette dimension-là. Par contre, je dirais que de façon globale, je m'attends pas à ce que ça change beaucoup dans le méta. En fait, je pense que ça va, un des changements majeurs, je pense, et encore là, qui risque d'être mis de l'avant, c'est de voir de plus en plus dans les armées Slaves to Darkness l'inclusion du Endless Spell Demon Rift. Demon Rift, dans le fond, c'est un sort qui... c'est Warpfire Demon Rift, le nom, là. C'est un sort persistant qui fait du dommage à toutes les unités qu'elle traverse. Là, le mouvement exact, là, je m'en souviens plus, mais je pense que c'est 9 pouces. Je pense que c'est 16 pouces de casting, plus 9 de mouvement. Chaque unité traversée subit D3 blessures mortelles, plus 1 par unité qui est Wizard, en dedans d'un certain nombre de pouces du sort. Donc ça, c'est un petit peu, donc, y voir des unités de 10 se faire effacer assez facilement. Mais c'est là qu'entre en jeu Teclis aussi, parce que Teclis donne une protection de 4+, à toutes les unités qui subissent les effets d'un sort cassé par un ennemi Wizard. Donc, c'est là qu'en tant que joueur Caradron, je vais probablement acheter 2 sorts persistants dans ma liste avec le Spell in a Bottle, en choisir un par partie. Le Vortex Skaven, qui est un must, quoique dans le nouveau handbook, il a baissé de 20 points, ce qui laisse présager fort probablement un fact qui va venir corriger, à mon sens, le fait qu'il s'active 2 fois lorsqu'il est lancé. Mais ce sort-là, et le Demon Rift, parce que si je le lance avec le Spell in the Bottle, l'effet de Selenar, donc sur un 4+, on ignore l'effet du sort, ne marchera pas parce que je ne suis pas un ennemi Wizard. Wizard avec le mot-clé en caractère gras. Donc, il faut avoir le keyword Wizard. Donc, le Kémis Caradron, encore une fois, se sauve entre les failles du filet, les mailles du filet. Il va pouvoir détruire quelques unités elfiques dans le temps de le dire. Mais sinon, je m'attends pas à ce qu'il y ait des changements parce que je me dis, une armée il y a 2 façons comment je vois ça en tant qu'adversaire d'un joueur qui joue avec de la magie. Soit que je me mets une défense anti-magie la plus élevée que je peux, ou que j'en mets pas. Mettre un seul mage pour dissiper un seul sort, ça peut être cool dans une partie friendly, mais dans un événement compétitif de 3 jusqu'à 6 parties, lorsque je rencontre un joueur Zinch ou un Nagash ou maintenant les Luminettes, ben c'est pas le unbind par tour qui va faire une différence. Donc, est-ce que je vais en mettre plus maintenant? Ben non. Tant qu'à subir 10 sorts au lieu de 9, ça change pas grand-chose. Je pense qu'à la première lecture non plus, c'est pas une armée qui nous apparaît super forte, comme par exemple les Bone Reapers quand ils sont sortis, tout le monde a vu les Petrifex Elite, on savait déjà qu'il allait avoir de la Mortec Guard sur tous les champs de bataille, dans toutes les compétitions. C'était évident que ça allait être fort, que ça allait dominer le méta. Là, on n'a pas cette impression-là, fait que je pense pas qu'il va falloir préparer nos listes en fonction du fait qu'on va affronter un tech list. Puis de toute façon, on est déjà préparé à affronter un Nagash ou à affronter un Keeper of Secret ou à affronter Lord of Change, un Lord of Change, fait que des gros behemoths qui font beaucoup de magie. Ça fait déjà partie de l'environnement compétitif. Fait que là, on a juste un tech list qui va s'ajouter. Ouais. Et encore une fois, ces sorts sont pas tant offensifs. Et ça vient encore une fois, et ça, c'est l'aspect peut-être qui me plaît quand même du livre. Je trouve que c'est une armée très, très toolbox. Tu sais, tu vas aller shutdown telle chose, l'aspect bravery, tu peux jouer là-dessus. L'aspect commandability, tu peux jouer là-dessus. Tu sais, ça, c'est une belle polyvalence au lieu de dire, voilà, tu as 16 sorts qui font des 3 Mortal Wounds, mais de façon différente. Ça, je trouve ça intéressant aussi à ce niveau-là, mais effectivement, c'est une armée de magiciens, cool, fine, je veux dire, mais je pense que ça vient pas. Je pense pas que les gens vont commencer à se mettre 3-4 magiciens de plus juste pour ça. Surtout quand tu prends, on garde en tête que Nagash va être dans pratiquement toutes les listes luminettes. De dire que, anyway, ses sorts, il va les caster. Fait que la décision, c'est est-ce que j'y vais pour éliminer Teclis
ou j'élimine le reste. Donc, Eteklis, à lui seul, je pense, ne peut pas faire la différence. Autant qu'il est vital pour son armée, pour la protéger, je pense pas qu'il peut être la différence. Je pense aussi que c'est une faction qui va quand même être embêtante, très ennuyeuse pour certaines armées en particulier. Je pense aux armées qui ont besoin de passer certains sorts clés, mais qui ne sont pas des armées qui sont fortes en magie. Je pense par exemple aux Daughters of Cain, le sort Mindrazor est vraiment fort, est vraiment important. On oublie ça, il ne passera jamais. Si tu joues contre Luminette, tu ne passes pas Mindrazor. Même chose pour les Sylvanettes. Ils ont plusieurs sorts, mais il n'y a aucun caster chez les Sylvanettes qui a de bonus pour caster. Très, très difficile. Ça prend un item magique pour avoir un +1. Puis ce +1-là est conditionnel, où il faut réussir à passer un sort pour avoir le +2, le Throne of Vines. Donc, ça veut dire que c'est une armée qui va complètement annuler la magie de certaines armées qui n'ont pas de bonus to cast, qui n'ont pas un Nagash qui arrive, qui casse la +3 et tout ça. Et juste, Yann, excuse-moi. Non, vas-y, je changeais de sujet. En fait, ou un autre combo, je pense, qui était très populaire au niveau Skaven, c'est Skitterly pour mettre le Vortex. Ou est-ce que tu dois avoir 2 sorts? Là, soudainement, passer 2 sorts, ça devient un peu plus difficile parce que tu sais que tu vas avoir un +1. Et si je me trompe pas, je vais regarder à l'instant même subtilement, là, mais je pense qu'avec la mécanique des Ether Quartz, tu peux aussi affecter ta capacité d'unbinder un sort. Fait que tu sais très bien quand le combo s'en vient. Là. Je regarde ici. Est-ce qu'on n'aura pas là une armée qui va être un peu frustrante dans le méta, par exemple? On vient de le dire, avec une quantité Teclis peut unbinder autant de sorts qu'il veut. Donc, les armées comme moi j'ai une petite Legion of Grief avec un Necromancer dont le spell est vraiment important. Je sais que ça passera pas. C'est une armée qui va avoir des tirs avec un 42 pouces de portée qui va pouvoir tuer n'importe quel petit perso. Il y a plusieurs armées qui misent sur les buffs des persos. Là, il faut que les petits persos soient là pour donner un Feel No Pain, pour donner le bonus qui va donner le punch à l'unité. On l'a dit, il y a un spell qui va passer automatiquement, qui va doubler le coût en points de commandement. Encore là, il y a des armées que ça va affecter beaucoup. Est-ce que ce ne sera pas une armée qui, dans le méta, sans peut-être dominer le méta, va être une source un peu de frustration? Moi, je pense que tu as absolument mis le doigt dessus, Vincent. Et soit dit en passant, non, le Ether Quartz ne s'applique pas pour dispeller, pour unbinder, seulement pour caster. Je pense que tu as mis le doigt dessus, puis c'est un peu le rôle que, encore je prêche ma paroisse, que les Caradrons avaient, et ont peut-être encore en fait aussi, mais surtout, je dirais jusqu'à l'an passé, où est-ce que c'était vraiment la seule faction qui misait uniquement sur le tir. Caradron, je l'ai expérimenté en tournoi. Là, un an, les grosses listes méchantes, c'était Flash Eater Court, c'était Slanesh. Mais bizarrement, contre Caradron, il était relativement tout doux. C'est sûr que ça peut venir mettre un peu de sable dans l'engrenage de certaines listes, mais de là à dire je vais planifier en fonction de, je pense que non. Pour certaines listes, ça va être extrêmement difficile de planifier en fonction d'eux. On parlait des archers qui sont capables de faire des mortels sur des 5 ou des 6, qui peuvent relancer leur jet de touche pour augmenter le nombre de mortels à 42 pouces sans ligne de vue. Donc, toutes les armées qui ont besoin, comme Vincent le disait, de petits héros, que ce soit la Hag Queen chez les Daughters of Cain, que ce soit le Branch Witch chez les Sylvanettes, le Necromancer dans Legion of Grief ou d'autres personnages, c'est fini. C'est sûr que tour 1, tu perds un de ces personnages-là ou tu en perds 2, dépendamment du nombre d'archers que l'autre que le joueur en face a mis. C'est un peu, tu sais, puis je sais pas si les gens se souviennent, le Thunder Tusk, dans l'ancien Battletome, faisait 6 Mortal Wounds sur un 2+. Il n'y avait rien que tu pouvais faire. Fait qu'il snipait des héros à 6 points de vie là, sur un 2+, puis c'était un facteur de frustration, puis il a été nerfé dans le nouveau Battletome. Mais tu là, vois, on Yann, un peu à avoir un peu la même chose. Là. Oui, mais en même temps, tu vois, ils sont tellement fragiles qu'encore une fois, ça te force, entre guillemets, à être le joueur 1. Tout à fait. Parce que ça va être une cible de choix, une cible extrêmement facile à tasser aussi. Et c'est une cible qui, chaque wound que tu enlèves, diminue son potentiel. Donc, c'est sûr que moi, en tant qu'adversaire de cette liste-là, OK, je vais encaisser une baffe ou deux, c'est clair. Mais en même temps, malgré tout ça, si mon adversaire commence, entre autres pour se buffer, entre autres pour enlever un personnage ou deux, ou une unité aussi carrément aussi peut subir du dommage avec ça, en même temps, je me dis, OK, c'est correct.
parce que j'ai encore ce double tour-là avec moi potentiellement. Alors que s'il me concède le premier tour parce qu'il y a moins de drops que moi, ce qui est très possible avec le Aurelian Legion Battalion, ben, ces archers, je veux dire, à 1 point de vie, 5 plus sauvegarde chacun, puis ils n'ont pas d'autre chose parce qu'ils n'ont pas installé leur jeu, installé leur buff, ben, les archers n'auront pas la chance de tirer non plus. Non, tout à fait. Si on est capable d'aller les chercher tour 1, c'est sûr qu'avec les Caradrons, c'est possible. Oui, mais c'est beaucoup pas toutes d'armées les aussi. armées qui sont capables d'aller les chercher. Non, mais de plus en plus, je te dirais, d'armées qui sont capables de faire mal au tour 1 quand même. Mais c'est sûr, en fait, s'il y a une chose, je reviens un peu, puis je réfléchis à voix haute parce que j'ai une expérience tout à fait intéressante hier soir dans notre partie avec un ami et moi, mais je regarde une armée, en fait, qui va peut-être modifier un peu à cause de ces archers-là, c'est les armées Lizardmen avec des Bastiladons. Donc, ça pourrait être justement un petit counter intéressant de dire, ben, pour ceux qui l'ignorent, en fait, les Bastiladons ont une sauvegarde qui est dégradante, donc plus le modèle prend du dommage, moins la sauvegarde est bonne. Et avant, le Bastiladon avait une sauvegarde qui était non modifiable et une sauvegarde contre les blessures mortelles. Maintenant, c'est juste un plus de sauvegarde, mais ça baisse justement. Et avec un plus de sauvegarde, ça veut dire qu'essentiellement, il ignore le rend jusqu'à temps qu'il ait subi 3 blessures. Donc, les blessures mortelles sont là pour enlever cette capacité-là à ignorer le rend, mais une fois qu'on l'amène à 2 plus de sauvegarde, le rend embarque aussi. Donc, ça peut être justement un counter intéressant à ce niveau-là. Mais ça va changer le méta, je ne sais pas, parce que les Bastiladons sont tellement bons contre tellement de choses. Ouais. Mais ça reste un petit counter. Donc, en somme, on ne pense pas que c'est une armée qui va être particulièrement forte. Personne d'entre nous a l'air d'avoir particulièrement peur d'affronter cette armée-là en tournoi. Puis elle n'amène rien de si nouveau qui ferait en sorte qu'on aurait à penser nos listes différentes. Non, je pense que les armées qui sont très, très hordes, je pense, n'auront pas tant peur de cette armée-là. Je pense que les armées qui sont élites, je pense entre autres peut-être à tes Beastclaw, puis même là, je veux dire, même les Beastclaw Raiders qui ont peu de modèles, puis justement qui peuvent subir beaucoup, beaucoup de blessures mortelles des unités de base. Mais encore une fois, c'est la même chose. Je veux dire, à part les archers et peut-être une unité de cavalerie qui va avoir un mouvement de 28 pouces de par le sort qui double le mouvement, il n'y a pas de deep strike, il n'y a pas de mécanique vraiment très, très agressive pour un tour 1 à part vraiment des archers de masse, puis let's go. Mais encore là, ça nécessite vraiment le tour 1. Et quand tu prends le tour 1, ben oui, tu peux faire mal, mais après, tu ouvres au double tour assez facilement. C'est une armée, on l'a dit brièvement, mais c'est une armée qui n'a pas de cordon à faible coût, qui n'a pas d'écran. Fait qu'elle est vraiment, quand elle prend le tour 1, il faut vraiment qu'elle se boffe parce qu'elle va recevoir les charges en pleine gueule, là, si vous me prêtez l'expression. Puis on l'a dit aussi, si on veut la jouer compétitive, probablement que ça prend un tick list. Les archers ne sont pas sont battle line seulement si on a pris une unité de lancier avant, plus le bataillon. Il restera plus tant de points que ça pour faire un spam d'archers puis en mettre beaucoup, beaucoup d'unités non plus sur le jeu. Là. Fait que c'est une unité qui peut être difficile à affronter, qui va faire mal, mais ça va être difficile. On n'aura pas 2000 points d'archers devant nous, c'est certain. Là. Non, puis si je vais aller plus loin que ça, en fait, très belle observation, soit dit en passant, là, je pense que ce qui devient intéressant, en fait, c'est justement, si on veut être compétitif, ça prend un nombre de drops bas pour pouvoir espérer avoir l'initiative pour la ronde 1. Mais en faisant ça, ça prend absolument le bataillon. Donc, ça veut dire automatiquement 2 unités de Warden pour avoir ton minimum de battle line. Fait que, soudainement, les points partent vite, là. Donc, avoir peut-être une trentaine d'archers, peut-être de façon réaliste, ce qui est très bien. Mais en même temps, c'est très fragile. Puis tu fais beaucoup de points pour avoir ton tour 1 et ton tour 1 qui sera peut-être pas aussi dévastateur qu'anticipé. Là. Donc, voilà. Est-ce qu'on a fait le tour un petit peu de ce qu'on voulait discuter autour de ce Battle Tome-là? Ben, mettons, juste en guise de conclusion, je pense que c'est un Battle Tome, personnellement, que je trouve décevant. Mais est-ce qu'il est décevant de par son contenu? Peut-être pas. Moi, je le vois comme, puis, honnêtement, puis vous le savez, vous autres, je vous en avais parlé, mais j'avais peut-être espoir de me lancer dans cette faction-là.
Le livre m'a fait attendre. Pas parce que j'aime pas nécessairement ça, parce que justement, je veux attendre que la faction se développe plus au niveau interne. Plus de choix, plus d'options, plus. Et ça, généralement, ça va venir dans un éventuel ajout à la faction, un peu comme les Stormcast sont reçus là, périodiquement. Donc, je pense que compétitivement parlant, je m'attends pas à ce qu'il y ait l'effet Zinch, il y ait l'effet Bone Reapers, ou même l'effet Séraphon aussi, qui semble être le cas présentement avec Salamanders, les Bastiladons. Mais c'est sûr qu'on voit la tendance se définir. Là. De plus en plus, les armées qui sont fortes sont des armées qui peuvent faire du dommage à distance. Donc ça, c'est une tangente, je pense, qui semble se définir. Puis avec les archers là-dedans, mais je pense que les archers, moi personnellement, c'est la cavalerie que je trouve la plus intéressante parce qu'elle vient pallier à la horde. Donc c'est la meilleure unité pour la horde. Donc moi, j'irais avec cette unité-là, mais les archers sont très, très bien aussi. Bien, justement, ta conclusion nous amène peut-être sur un prochain vidéo où on discutera du General Handbook, du manuel du général et des changements des coûts en points. Ouais. On a parlé de balance des armées, on a parlé de la place des luminettes dans le méta. Je pense que les changements en points qu'on a vus, on a eu accès à certains changements en points un peu à l'avance. On sait que, parce qu'au moment où on enregistre cette vidéo-ci, le manuel général n'est pas encore sorti, il sort demain. Officiellement. Officiellement, et certaines personnes ont mis la main dessus un peu plus tôt, puis il y a eu plusieurs spoilers, plusieurs leaks sur les médias sociaux aussi. On en a posté d'ailleurs sur notre page Facebook. Donc, on peut en discuter, mais on peut s'attendre à certains changements dans le méta, là, peut-être. Ouais, puis en fait, advenant que les leaks soient effectivement fondés, je pense qu'il y a beaucoup de scénarios, en fait, qui ont été retravaillés et qu'on va voir justement que l'importance d'avoir des unités lignes, d'avoir plusieurs leaders, va influencer aussi les scénarios. Donc, juste au niveau, sans redéfinir le méta, je pense que la construction de listes pour certaines armées, peut-être avec des surplus de points fraîchement dégagés, avec des bases de points, ou carrément juste par les changements de scénario, va amener des gens à inclure peut-être une unité de ligne de plus versus le standard de minimum 3. Donc, il y a quelques petites choses qui sont à considérer là-dedans. À découvrir dans quelques jours. On va le savoir demain. Sur ça, les gars, merci beaucoup pour cet échange très intéressant. Merci à toi. Pour ça, bon Wargaming. Et là, je vais juste arrêter l'enregistrement.